Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celle-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com/métamorphose. Je vous appelle livementor, livementor.com/métamorphose. Merci. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Préserver le patrimoine culturel des populations autochtones. Cela semble bien ambitieux pour vous et même peut-être très éloigné de vos préoccupations quotidiennes. En même temps, si je vous dis éducation, famille, travail, leadership, spiritualité, résilience, cela doit commencer à vous parler. Allez, osons même parler de secret du bonheur. Voilà ce que ces peuples à la sagesse ancestrale sont capables de nous enseigner. Comment vivre de la nature sans la détruire, avoir une vie équilibrée sans surconsommation ni surmenage, être en harmonie avec soi-même et les autres. Pour en parler, mon invité est ethnologue engagé, œuvre pour la protection de la forêt amazonienne et la défense des droits des populations autochtones, ainsi que pour la préservation de leur patrimoine culturel. Elle mentionne tout cela dans son livre « Les gardiens de la forêt », paru aux éditions Le Cherche Midi. Fondatrice et directrice de l'association Wayanga, elle travaille également en tant que conseil experte auprès d'ONG, de politiques et d'organisations internationales, ainsi qu'auprès de fonds internationaux et gouvernementaux soutenant des projets à fort impact positif sociaux et environnementaux. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Baraucan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de Métamorphose. Alors dans ce livre, Les gardiens de la forêt, vous parlez véritablement d'une prise de conscience radicale des travers de notre société occidentale par la fréquentation de ces peuples. Racontez-nous votre parcours. Pourquoi avoir entamé cette démarche ? Alors, déjà, cela fait 22 ans que je travaille auprès de ces peuples et que je passe 3 à 6 mois de l'année dans leur village, en Amazonie, et puis également en forêt atlantique, auprès des Guaranis aussi, auprès desquels je travaille depuis 4 ans par contre. Déjà, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par ces peuples et mon souhait était d'œuvrer pour leur défense et la protection de la forêt amazonienne. Et c'est vrai que j'ai gardé ce rêve en moi et j'ai tout fait pour le réaliser. Donc ensuite, étudiante, j'ai mis en place un projet pour me rendre chez les Indiens Kayapo, avec lesquels je travaille maintenant. Et 10 jours avant la date de mon départ, le chef Raoni était en France. Donc j'ai été à sa rencontre et il m'a emmenée dans son village. Donc c'était il y a 22 ans. Depuis, j'ai créé Wayanga, donc une ONG qui œuvre pour ces peuples, pour la protection de leur patrimoine culturel, la défense de leurs terres, la mise en place de nombreux projets pour les défendre. Et donc, depuis, je n'ai pas cessé d'œuvrer à leur côté et ce livre vient en fait de nombreuses demandes. Beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire, de pouvoir en fait transmettre ce que j'avais appris sur le terrain et ce qui pouvait être inspirant pour notre société.
Alors c'est ça qu'on cherche à Métamorphose, c'est d'inspirer par votre exemple. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre renvoie à des notions très inspirantes. On a sagesse, art de vivre, philosophie du bonheur des peuples autochtones d'Amazonie et du Brésil. Alors sagesse, on a plus une idée de tradition, de transmission. Art de vivre, on va dire, on est plus dans le côté un peu ethnologique, du comment vivre avec des solutions concrètes. Et puis, le secret des bonheurs, philosophie du bonheur, là on est plus macro par rapport à une approche de la vie. Et donc on commence tout de suite dans votre livre par les clés du bonheur. Est-ce que vous pouvez nous les donner pour tous nos auditeurs? Quelles sont les clés du bonheur de ces peuples? Alors, déjà, je dirais suivre son cœur. C'est vrai que souvent, c'est très important pour eux. Pour eux, suivre son cœur mène à la liberté et au bonheur. Et c'est vrai que dans notre société, on a trop tendance à suivre notre mental et à délaisser justement les indications de notre cœur. Alors, suivre son cœur, c'est par rapport à ses affinités. Comment est-ce que ces peuples l'illustrent? Eh bien, suivre ce qui, au fond de soi, est vraiment ce que nous souhaitons faire. Oui. Ce qui nous anime, c'est voilà, ça. Ce qui nous anime et puis même en étant à l'écoute de soi-même, on peut justement ressentir ça, voir ce qui nous attire. Mais parfois, justement, notre mental nous dit « Ah non, je vais plutôt... » Par exemple, prenons l'exemple des jeunes. Ici, on a tendance à empêcher les jeunes de suivre leur cœur, de suivre leurs rêves, en leur disant « non, écoute, tu veux être archéologue, fais plutôt des études d'économie, deviens un businessman, et comme ça tu gagneras beaucoup d'argent. » Et on a tendance ici à détourner les enfants de leur cœur et de leurs rêves, ce qui fait qu'ensuite, beaucoup d'adultes se sentent frustrés, pas heureux, parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi ce qu'ils devaient faire. Donc ça, c'est un exemple. Donc par exemple, chez ces peuples, si un enfant a une vocation, il va être accompagné dans sa vocation. Et au contraire, ne pas accompagner un enfant dans sa vocation est pour eux synonyme de problème plus tard, de frustration, et c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc je pense qu'aussi c'est très important de suivre leur exemple pour ensuite que nos enfants deviennent des adultes heureux et accomplis. Donc on a tout un chapitre d'ailleurs sur l'éducation. Et retenir en fait un enfant en termes de vocation, ce serait ne pas lui permettre de s'accomplir au monde, c'est ça? C'est ça. Alors un autre secret du bonheur peut-être, donc on a cette idée d'écouter son cœur, écouter l'inclination vers laquelle on a tendance à se tourner. Quel serait un deuxième secret de bonheur? Alors donner du temps à ceux que l'on aime. Ceux, c'est eux? À ceux. Ou ceux, c'est EUX? C'est EUX, à sa famille. Et c'est vrai qu'ici, on a tendance à donner beaucoup de temps au travail et à délaisser ce que l'on aime. Et ce qui crée ensuite des conflits avec nos enfants, avec nos partenaires, qui détruit ensuite les familles. Et c'est vrai que parfois, ça leur arrive d'aller en ville et de voir un peu, d'observer comment le monde des Blancs, comme ils disent. Et c'est vrai qu'ils m'ont rapporté ça. Voilà, les Blancs, ils travaillent le jour, ils travaillent la nuit, ils deviennent des machines et ils oublient ceux qu'ils aiment. Alors que pour nous, l'important, c'est d'être auprès de ceux que l'on aime, de leur dédier du temps. Voilà, c'est vraiment l'un des points majeurs pour être heureux. Et alors quand ils sont avec ceux qu'ils aiment, justement ils suivent aussi des traditions, puisque une des clés aussi du bonheur, c'est cette notion de pouvoir garder ces traditions vivantes, les célébrer chaque saison, c'est ce qui nous rend heureux, vous les citez, le chef Rawani Methoktire. Donc ensemble, il y a une célébration, il y a un partage, il y a des chants, il y a des danses. Parce que ce qui nous manque aussi, je pense, en termes de société occidentale, c'est quelquefois on est avec ceux qu'on aime, mais en fait l'angoisse de la souffrance, de voir aussi le temps qui passe, la possibilité de la vieillesse, il y a une angoisse terrible en fait qui fait que, et on connaît tous ces films, voire
on a vécu des situations familiales comme ça. Si jamais on n'est pas dans une situation quasi conflictuelle quand on est ensemble, c'est qu'en fait, ça se passe pas normalement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver la paix quand on est avec ceux qu'on aime ? Quelles sont les clés au niveau de populations autochtones ? Alors ça renvoie à une autre clé du bonheur chez ces peuples, c'est d'être dans l'instant présent. Parce que là, justement, vous parlez, d'être anxieux par rapport au temps qui passe. Alors, pour eux, vraiment, c'est penser à l'instant présent, profiter de chaque jour. Profiter de chaque jour parce que demain, on ne sait pas si on sera toujours là. Donc déjà, d'être dans l'instant présent, sans se projeter sur les problèmes à venir et profiter des personnes qui sont là, maintenant, en donnant le mieux de soi. Mais alors, pour ces populations, quand elles se rencontrent, immédiatement, elles vont rentrer dans un rituel, ou est-ce qu'il y a un moment où on va raconter sa journée ? Comment ça se passe, en fait, le déroulé d'une journée quand on est ensemble ? Déjà, c'est vrai qu'ils vivent dans des villages et ensemble. donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils veulent rester ensemble alors qu'ils vivent ensemble. Oui. Parce qu'on pourrait penser que la liberté, ce serait, et on le voit souvent dans nos sociétés occidentales, la liberté, c'est s'émanciper, partir enfin du cocon familial. Ils n'ont pas ça ? Alors ça, justement, j'en avais discuté avec eux. Ils m'avaient dit, oui, chez toi, les jeunes veulent partir de leur famille, voilà, à 17-18 ans, et ils pensent que c'est ça la liberté et le bonheur. Et même on les pousse à ça. Alors que chez nous, justement, pour nous, l'important, c'est de rester auprès des nôtres, même adultes, et de bénéficier aussi des enseignements, des savoirs des anciens, de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et en effet, ils ont cette conception de la famille comme une famille amour, réconfort, bonheur, alors que chez nous, on a trop tendance à voir la famille comme une prison, lieu des drames. Voilà, donc je pense qu'il faut repenser notre relation à la famille. Et puis peut-être moins dire aux jeunes qu'à 17 ou 18 ans, il faut mieux qu'ils partent de la maison. Parce qu'en fait, ça les pousse à penser que dehors c'est mieux et à délaisser leur famille. Il y a un respect des anciens aussi. Vous disiez, en fait, on peut rester auprès des personnes de sa famille pour bénéficier de leur savoir. C'est vrai que dans nos sociétés, on a plutôt une idée que les anciens, c'est un peu ceux qui gênent, en fait. Oui, alors ça aussi. Chez eux, les anciens, ce sont les personnes les plus respectées. Voilà, quand on a des doutes sur un sujet, ou on va voir les anciens. Et pour eux, les anciens ont l'expérience, ont vécu. Voilà. Et donc, bien sûr, ils peuvent faire bénéficier de leurs expériences et leurs connaissances aux jeunes, ce qui est tout à fait logique. Alors qu'ici, on se coupe de tout ça, comme si les anciens appartenaient à un autre temps et qu'ils n'avaient plus rien à apporter. Et je pense que là aussi, nous devons repenser notre relation aux anciens. Et par exemple, concernant les anciens, même continuent à travailler jusqu'à tard, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Un grand chef va rester chef jusqu'à ce qu'il soit, très âgé, très malade et qu'il ne puisse plus être chef. Mais le chef le plus ancien, plus âgé, en général, est le plus écouté. Vous voyez, quelqu'un ou un chaman, le chaman le plus ancien va être plus écouté que le jeune chaman. Et alors qu'ici, c'est vrai que, je pense aussi cette notion de retraite, on se dit, retraite, voilà, on n'est plus dans la vie active, on ne doit plus être écouté. Je pense que c'est complètement, c'est l'inverse qu'il faut. Il faudrait remettre en place ce respect, cette écoute des anciens. Alors, est-ce que vous pensez que c'est justement cette espèce de fossé technologique qui, en fait, crée la distance entre l'ancien et le nouveau, qui fait qu'on pense ne plus avoir besoin des anciens comme on peut en avoir besoin au niveau autochtone ? C'est-à-dire que la connexion
est tellement différente lorsqu'on commence à discuter avec des générations antérieures. C'est vrai que on voit que le respect disparaît parce que on connaît pas Instagram, on connaît pas TikTok, et donc en fait il y a ce moment d'irrespect parce que on a l'impression vis-à-vis des jeunes générations qu'on sait plus de choses, on connaît plus de techniques au niveau de la technologie. Oui, mais la vie s'arrête pas aux technologies. C'est ça qui est important. Et je pense que c'est aussi aux parents ici à apporter ce respect à leurs enfants, à leur enseigner que les anciens, que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont de grandes connaissances. C'est aussi aux parents à enseigner ça aux jeunes générations. Et là, tout peut changer. Alors, on va dire que vous avez baigné dans la culture hippie, puisque vos parents étaient hippies, qui vous ont donné très tôt, finalement, dans les mains, une lecture comme Triste Tropique, qui va vous permettre de partir sur les pas de Claude Lévi-Strauss. Vous êtes parti assez tôt, et il fallait beaucoup de courage. Vous assistez notamment à une séance d'accouchement à laquelle vous assistez, même de façon très active. Est-ce que ça, du coup, tout de suite, ça vous permet de vous remettre dans quelque chose qui est de l'ordre de la connexion à la vraie vie? Vous disiez bien, la vie, c'est pas de la technologie, il y a quelque chose d'autre en termes de principe de vie. Est-ce que ce moment-là que vous décrivez d'accouchement, ça vous a permis tout de suite de comprendre combien vous étiez éloigné avec cette culture occidentale? Donc oui, j'avais 21 ans et donc j'étais dans une maison, donc dans un village traditionnel en pleine jungle, et donc dans la maison du chef Raoni d'ailleurs, et l'une de ses petites filles accouchait. Et donc moi j'étais dans cette maison avec donc la petite fille, donc sa mère, ses tantes, et puis ensuite une chamane. Donc il n'y avait que des femmes dans la maison. Et c'est vrai que je m'étais faite toute petite dans un coin, j'avais jamais vu quelqu'un accoucher. Et elles m'ont demandé de venir aider la jeune maman. En fait, tour à tour, elle était accroupie par terre, et elle, les mains accrochées à un hamac, et elle poussait. Et en fait, les femmes se relayaient, se collaient à son dos, et l'aidaient, en fait, chacune l'entourait l'une après l'autre de ses bras, donc les bras placés entre le ventre et la poitrine, et l'aidaient à pousser du deux. Et donc, à un moment, on m'a dit « Oui, Émilie, elle me l'éteint. Viens, c'est à toi, viens l'aider. » Oh là là, j'étais un peu tétanisée. Et ce fut vraiment un moment très, très fort et qui m'a, permis de me rendre compte qu'en fait, ici, on est déconnecté des naissances, de la mort, de beaucoup de choses. Et par contre, très connecté aux technologies. Et ce qui, je pense, nous empêche de voir vraiment la valeur de la vie, la valeur des étapes clés de la vie, comme la naissance, ou même la mort. On a un peu perdu cette connexion au moment important des êtres humains. Voilà. D'ailleurs, les peuples autochtones nous appellent aussi les hommes-machines. On est un peu trop connectés aux technologies et je pense... important d'essayer de se reconnecter à ces moments importants. Alors c'est vrai que ici c'est pas toujours facile d'assister à un accouchement parce que à l'hôpital souvent les accouchements se déroulent à l'hôpital, mais c'est vrai que de plus en plus d'accouchements se déroulent à la maison, et ce qui peut bien sûr faire peur à certains, mais en même temps ça peut permettre justement à la famille, aux proches d'être là, de se soutenir de la maman et de faire de la venue du nouveau-né un événement vraiment comme il se doit, célébré comme il se doit. Oui, ce recul quand même de la souffrance que va permettre, par exemple, dans le cadre d'accouchement. Aujourd'hui, on a quand même la fameuse piqûre, l'épidurale, qui va nous permettre de pouvoir souffrir un peu moins. Et donc, cette acceptation de la souffrance, cette acceptation de voir l'accouchement, c'est-à-dire la naissance, de voir la mort aussi, peut-être, en tout cas d'accompagner, ça permet aussi une vraie connexion
à ce qu'on est en termes d'humanité. C'est ça que vous a apporté la fréquentation des peuples autochtones ? Oui, notamment. C'est vrai que peut-être qu'on peut associer un peu trop la naissance à la souffrance, alors que eux vont l'associer à la célébration, la vie, la beauté. Et c'est un moment aussi chez eux qui est très féminin, parce que dans la maison, il n'y avait pas d'hommes. Les hommes n'ont pas le droit d'assister à l'accouchement. Donc c'est aussi une union des générations, des femmes entre elles, qui sont là pour accueillir ce nouvel enfant. C'est magnifique. Et ensuite, après l'accouchement, au bout de 7 jours généralement, eh bien, l'enfant est montré à tout le village. Donc, donc la maman, son bébé, et puis et des enfants en fait de la famille vont apporter la maman et puis les petites filles vont apporter le bébé jusqu'à une rivière dans laquelle il va être baigné. Et là, tout le monde sort des maisons pour accueillir, pour voir ce nouveau-né et l'accueillir au sein du village. C'est un très beau rituel. D'ailleurs, oui, vous en parlez dans votre livre, la place de la femme est très importante. Et au contraire, c'est quelque chose qui est reconnu sans aucun problème. Je vous lis, les femmes ont de grandes connaissances, elles doivent rester solidaires, s'entraider, se transmettre leur savoir de génération en génération. Alors le rôle de la femme, à part justement celui qui est déjà assez important de pouvoir accompagner lors de la naissance, quel est le rôle presque sociétal de la femme pour ces peuples ? Alors, elle en a beaucoup. Donc déjà chez ces peuples, donc les activités des hommes et des femmes sont complémentaires. Les hommes vont avoir des activités que les femmes ne vont pas réaliser et ainsi de suite. Ce qui crée des sociétés fortes, complémentaires, équilibrées, bien organisées. Donc par exemple, pour l'éducation des enfants, eh bien, les femmes vont se charger de l'éducation des filles et des garçons jusqu'à, on va dire, 7-8 ans. Et par contre, à partir de 7-8 ans, les garçons vont être plus avec les hommes pour suivre leur formation d'hommes. Et les femmes vont s'occuper de pourvoir en fait la famille ou aussi le village lors de grandes cérémonies en protéines végétales, alimentation végétale. Donc par exemple manioc, patates douces, fruits. Et les hommes, eux, en protéines animales, pêche, chasse, bien que parfois les femmes aillent pêcher, mais c'est surtout le rôle des hommes de pourvoir en poisson et en gibier. Ensuite, lors des cérémonies, donc c'est vrai qu'ils organisent énormément de cérémonies, et ça c'est aussi l'une des clés du bonheur qu'ils m'ont mentionné. Voilà, célébrer la vie, pour s'unir, pour renforcer le lien entre tous les membres de la communauté, être plus joyeux. Donc lors des cérémonies, les femmes vont confectionner certains ornements confectionnés avec des perles ou des graines. Les hommes, eux, d'autres ornements faits à partir de plumes. Donc c'est assez... Par exemple, pour les maisons, ce sont plutôt les hommes qui vont construire les maisons. D'accord. Donc il y a quand même une complémentarité qui crée une belle harmonie au sein des villages. Au sein des villages. Alors, vous nous disiez que nous, on est un peu les Blancs. Alors, j'ai noté différentes façons d'être appelés. Alors, les Kayapos appellent les Cubans, c'est comme ça. Les Parécis, Imuts, et les Guarani, Juruas. C'est ça. Et là, je lis, alors que l'Imut fait souvent en priorité ce qui va lui rapporter de l'argent, pour vivre heureux, il faut faire ce que tu aimes, ce que tu ressens le besoin de faire. Il faut aller là où ton cœur te pousse. Alors,
Est-ce que, voilà, il y a certaines personnes, et je suppose qu'il y en a aussi dans le cadre des peuples autochtones, il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'ils ont une vocation, commencer une vocation, et puis tout d'un coup, choisir une autre voie. Comment c'est vécu ça, cette espèce de distinguo vis-à-vis d'un choix? Est-ce qu'on a le droit de pouvoir se tromper, l'échec? Comment est-ce que tout ça est accepté dans ce cadre-là, dans le cadre du village? Alors bien sûr qu'on a le droit de se tromper, mais c'est vrai que des petits sont quand même dans cette façon de voir la vie, suivre son cœur, suivre sa vocation, alors qu'ici, les enfants des petits, on leur dit mais non, ça c'est un rêve. Enfin, pas tous les parents, pardon, excusez-moi. Mais bon, souvent, je veux dire, dans notre société, que ce soit à l'école, et certains parents, quand même, voilà, vont plutôt essayer de raisonner l'enfant. Parce qu'aussi, on est dans une société basée sur la peur aussi. Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur qui fait qu'après, on va plutôt délaisser notre cœur pour penser pour se focaliser sur des pensées plus rationnelles. Long terme. Voilà, pour se créer une sécurité professionnelle et financière avant tout. Et je pense très important, en effet, de se reconnecter à son cœur. Et se reconnecter à son cœur ne veut pas dire délaisser l'argent, délaisser le succès professionnel, pas du tout, mais de trouver un équilibre. Est-ce que ce sont des civilisations qui n'ont pas peur? Vous n'avez pas ressenti de peur? Alors ça aussi, dans leur façon de nous voir, on me disait « Ouh, alors, chez vous, enfin, le problème des Imouch, donc c'était un chef par ici, m'a dit, c'est la peur. Vous avez trop peur. Alors que eux, des petits, c'est vrai qu'ils sont vraiment éduqués pour dépasser leur peur. Et ce qui fait qu'ensuite, adultes, eh bien, ils sont plus confiants. Et alors, toutes les peurs, hein. Par exemple, les enfants, moi, ça m'est arrivé justement chez les Parécis, d'aller me baigner avec les enfants dans une rivière avec des petites cascades. Alors j'avais peur, pourtant ça fait quand même longtemps que... Enfin, je suis quand même habituée à leur mode de vie, mais j'avais peur. Et quand j'ai vu une petite fille qui devait, je sais pas moi, avoir 6 ans peut-être, et dévaler la petite cascade, je me suis dit, oh là là. Parce que, en fait, ils apprennent à leurs enfants même à se confronter au danger, à voir, voilà, qu'est-ce qu'un danger. Tu vois, là, voilà, c'est dangereux, mais et si tu fais ça, en fait, tu n'auras pas de problème. Donc, ils montrent aux enfants les dangers et leur montrent comment s'en protéger. Alors que nous, on a tendance à ne pas laisser les enfants se confronter au danger, à les couver un peu trop, et ensuite, bien sûr, ça crée plus de peur et moins de confiance en soi. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que presque à surévaluer le danger. Et puis, quand l'enfant se fait mal, on a tout un rituel du bobo, du pansement, etc., du côté, je dirais, de nos sociétés. Alors que je suppose que là-bas, lorsque l'enfant se fait mal, est-ce qu'il se plaint, il pleure beaucoup, ou alors il... Non, pas trop. Pas trop. Mais après, c'est vrai que c'est remarquable de voir des petits, par exemple, une autre fois, j'étais avec des petites filles qui me disaient, ouais, viens, on va sauter d'un arbre, un arbre immense. Les enfants sautaient, bon, pour plonger dans l'eau, hein, mais bon, quand même. non, je les ai pas suivis. Et c'est vrai que parfois, bien sûr, ils se font mal, parfois, mais en fait, on les laisse se confronter pour apprendre. Voilà, pour apprendre à dépasser leur peur et à comprendre le danger pour ensuite le dépasser sans se mettre en danger, en fait. Mmh. Alors, vous parlez aussi de rituels, avec l'âme de la nature, dans la relation spirituelle qu'entretiennent les peuples autochtones avec elle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un rituel qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, inspirer nos auditeurs, pourquoi pas les inspirer à essayer de l'adapter à leur quotidien? Alors,
Oui. Bon, qui n'est pas un rituel en relation avec la nature, mais qui est un rituel de protection. Alors, par exemple, les Indiens Guarani, donc c'est un couple de chamans avec lequel je passe beaucoup de temps, que j'aime énormément et dont je parle dans le livre, Agostinho et Ailton. Alors on revient sur la définition de chaman. Oui. Oui, Je vous en prie. D'accord. Alors, les chamans sont, chez ces peuples, ont plusieurs fonctions. Déjà, ce sont un peu comme leurs médecins, ils soignent. Pour cela, ils ont la capacité de rentrer en contact avec les esprits des animaux, des morts, qui vont leur transmettre des indications, des remèdes, les plantes à utiliser pour soigner les malades. Donc aussi, ils sont décrits comme ayant aussi des sens très développés. Voilà, plus développés que les gens normaux. Et aussi, notamment chez les Guarani, ils sont très écoutés. Et donc souvent, on va les voir pour différents types de conseils. Et ils sont désignés. Souvent, ils sont désignés, donc suivant les peuples, mais par les esprits. Et après, on les reconnaît, dû à leurs dons, justement, à leur capacité extraordinaire. Et chez les Guarani, parce qu'il y a quand même des différences d'un peuple à un autre, mais chez les Guarani, les chamans prient énormément. Et donc, Agostinho et Ailton m'avaient dit, donc je leur ai demandé comment ils faisaient pour protéger leur énergie. Parce que c'est vrai que c'est un couple vraiment ils brillent. Vraiment, ils ont une présence, un aura, pas comme hors du commun, vraiment. Et donc j'aurais demandé comment ils faisaient pour se protéger, protéger leur énergie, se protéger de l'extérieur, des dangers. Sachant que de plus, parfois, ils sont amenés à quitter leur village pour aller dans des villes. Et en plus, dans cette région-là, ils sont face vraiment à un racisme très très fort. Les Guarani, vraiment très fort. Et donc, ils m'ont dit, avant de partir du village, nous prions. Et ensuite, de retour au village également. Voilà, donc ils prient avant d'aller en ville pour en fait demander une protection, pour se protéger en fait des énergies négatives, des personnes négatives, qu'ils pourraient rencontrer en ville. Et ensuite, de retour au village, ils vont prier de nouveau pour renforcer cette protection et se nettoyer. Et ça, c'est vrai que ça peut être adaptable. Alors, bien sûr, certaines personnes peuvent ne pas croire en la prière, mais il est toujours possible de remplacer la prière, par exemple, par une méditation ou une concentration qui permet d'atteindre un état méditatif. Donc à faire avant, par exemple, de partir au travail, pour justement se protéger des tensions du travail, du stress des embouteillages. Et puis ensuite, en revenant du travail, pour essayer de se nettoyer quand même de toutes les tensions que l'on a pu accumuler et pouvoir retrouver sa famille en paix. Parce que souvent, ce qui se passe, dans la journée, on a accumulé beaucoup de stress et on revient et en fait, on envoie tout ce stress à ceux que l'on aime. Donc, ce qui aussi, ensuite, leur fait du mal alors qu'ils n'ont rien demandé. Je pense que c'est vraiment une habitude à prendre et très très bonne. Et d'ailleurs, je vais aussi souvent en Inde et j'ai beaucoup de discussions avec des amis moines hindouistes et bouddhistes. Et un ami moine hindouiste m'avait aussi enseigné une technique du même type, que je réalise d'ailleurs tous les jours, et qui n'est pas une prière, mais qui est une technique qui de nettoyage aussi, et que je fais le matin
et le soir. Ah bah, vous nous intriguez là. Donc voilà, je Vous pense nous intriguez. Il faut que vous nous disiez, c'est quoi cette technique de nettoyage? Ah, cette technique de nettoyage. Alors, bon, c'est... voilà, en fait, il faut se frotter les mains pour activer le prana, donc l'énergie que l'on a dans les mains, qui est aussi l'énergie de l'univers. Voilà, comme ça. Et ensuite, se passer les mains sur le corps. Et ensuite, voilà, comme pour se nettoyer, en fait, on imagine qu'on a de l'énergie dans les mains, et ensuite qui nettoie, et ensuite on se frotte tout le corps, comme pour se nettoyer des négativités. Et ensuite, il faut secouer ses mains pour rejeter toutes les négativités que l'on peut imaginer noires, par exemple. Le faire 3 fois. Donc ça, je fais ça le matin et le soir. Mais c'est vrai qu'aussi, voilà, ça peut être remplacé par la prière, comme Agustín et Elton le font, ou par une méditation. Et vraiment, ça change le quotidien. Merci pour ce petit truc que je suis sûre plusieurs auditeurs vont tester. En tout cas, moi, c'est sûr. Dans votre chapitre sur des solutions pour le climat, vous citez la phrase qui est dite par Ronnie: les adultes et leurs enfants doivent comprendre que s'ils sont en vie aujourd'hui, c'est parce que la nature existe. Alors, est-ce que c'est ça la clé de la compréhension de notre grande lacune? Alors, oui. Et aussi compréhension pour éviter de continuer à détruire la planète. Parce qu'on a oublié que nous faisons partie de la nature et que nous dépendons de la nature. Et que si nous continuons à la détruire, nous allons droit dans le mur. Parce que d'ailleurs, un représentant du peuple kanak, qui est aussi un peuple autochtone, et que j'ai rencontré par hasard dans la rue il y a 3 semaines, m'a dit... Et voilà, en fait, je partais faire du sport et puis il m'a interpellée. On a eu une discussion, mais vraiment sur ces sujets, et sujets qui sont abordés dans le livre concernant notre lien à la nature. Et il m'a dit, ah oui, déjà il m'a raconté qu'en fait, il était venu ici pour observer notre monde. En ethnologue. Voilà, il m'a dit, je voulais voir comment vous viviez. Et il m'a dit, mais c'est horrible. Donc c'est aussi un peu ce que disent les peuples autochtones dans mon livre. Et, les peuples autochtones du Brésil. Il m'a dit, mais pourquoi vous avez mis du bitume partout? Et on était dans la rue, je me suis retournée, je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. C'est le bitume de la route qui arrive jusqu'au bitume des trottoirs et qui se plaque aux immeubles. Et avec 2-3 arbres. Et dont les troncs étaient entourés de bitume. Et c'est vrai que, voilà, quand il m'a dit ça à cet endroit-là, mais j'ai ouvert les yeux encore plus et je me suis dit, mais ils ont raison, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il m'a dit, mais vous avez oublié que vous faites partie de la nature. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? La nature, mais elle vous fait vivre. Vous êtes complètement déconnectés. Vous avez tout détruit, et maintenant vous nous emmenez tous droit dans le mur. Et c'est vrai, ils ont raison. Ils ont totalement raison. Et il me disait aussi, donc ça je pense que c'est aussi un conseil à mettre en place, il me dit, pourquoi du bitume partout? Mettez plutôt des jardins, par exemple dans les cités. Pas des cités à Marseille, parce que donc j'habite à Marseille. Mais dans les cités, si par exemple les jeunes qui vont pas à l'école, ils finissent délinquants. Il n'y a que du bitume autour d'eux. Mettez des jardins, parce que justement la connexion à la nature permet aussi de se sentir plus détendu, plus heureux. Mettez des jardins dans les villes, plantez des arbres, faites de la place à la nature. Et je pense qu'il faut les écouter. Déjà pour être plus heureux, moins stressé. Arrêter avec tous ces burn-out. Je pense que oui, il faut remettre de la place à la nature, comme il se doit, passer plus de temps dans la nature. Et puis aussi, pour moins la détruire, il faut se reconnecter à elle, passer du temps dans la nature, emmener nos enfants dans la nature, pour justement avoir cette expérience vraiment
et comprendre en fait qu'on en fait partie, l'aimer et mieux la respecter. Mieux respecter la nature, ce sera aussi donc une des grandes leçons que vous avez eues des peuples autochtones. Un très grand merci, Émilie Baroucan, d'être venue dans Métamorphose pour nous parler de cet ouvrage. Je rappelle le titre de votre livre, Les Gardiens de la forêt, paru aux éditions Le Cherche-Midi. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.